chers collègues, nous allons reprendre le fil de nos travaux. Et après cette première table ronde qui s'est déroulée ce matin et qui nous a montré la nécessité de mettre en place de véritables stratégies de développement économique dans notre Val d'Oise, nous avons le plaisir d'accueillir un économiste reconnu, professeur à l'IAE Paris-Sorbonne et directeur de l'Institut de haute finance notamment. Il nous apportera son regard sur les grands équilibres économiques, financiers et budgétaires qui concernent directement nos collectivités. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Philippe de Sertine avec son regard de haut et son focus sur le Val d'Oise. Philippe, c'est à vous. Merci Patrice. Bonjour à toutes et tous, monsieur le préfet, mesdames, messieurs, les élus, n'en vous inquiétez pas. L'économiste a l'habitude de tutoyer les abîmes. Donc, vraiment un très grand plaisir de pouvoir parler aujourd'hui dans ce territoire que je connais bien, y compris du point de vue universitaire, puisque vous avez une très belle université que je connais depuis très longtemps. Ravi aussi évidemment d'évoquer avec vous les perspectives et les perspectives d'avenir, avec une mission que m'a assignée, cher Patrice, monsieur le maire, vous me l'avez dit de façon très forte, il faut que le discours soit positif. Je dis c'est une bonne idée, mais peut-être demander à quelqu'un d'autre qu'un économiste, quoi, parce que là, en ce moment, en effet, la table ronde de ce matin, les tables rondes d'ailleurs, ont souligné à quel point nous sommes dans une situation, en ce mois de juin 2026, qui est une situation préoccupante du point de vue de l'économie mondiale, du point de vue de l'économie française, et aussi, évidemment, du point de vue de l'économie de votre territoire, de l'ensemble de l'Île-de-France, et de ce département du Val d'Oise. Je pense qu'il faut le dire, redire sans cesse, parce que cela signifie que nous avons à gérer un certain nombre de conséquences concrètes et que nous allons avoir à les gérer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et je dis vraiment les semaines, puisque nous allons rentrer bientôt dans les semaines d'été qui peuvent être des semaines délicates pour le tissu économique. On pense en particulier sur un point absolument crucial dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire la trésorerie. La trésorerie rentre moins en été, et donc là, nous devons être très attentifs parce que, oui, un territoire comme le Val d'Oise, comme cette ville aujourd'hui, apprend que lorsque vous avez des grands événements géopolitiques mondiaux, une guerre dans le Golfe, un blocage du détroit d'Ormuz, une guerre bien entendu dans l'Est de l'Europe. Toujours, l'Europe aujourd'hui est confrontée à cette espèce de tentation de suicide collectif que l'Europe a eu tellement de fois dans son histoire récente et qu'elle a renouvelé tragiquement depuis 5 ans. Nous sommes avec des conséquences très concrètes dans le quotidien de nos économies, dans le quotidien de nos collectivités publiques, dans le quotidien de notre pays. Alors on voit aussi que, vous l'avez dit Philippe, il faut qu'on change notre vision sur l'épargne, le modèle. Aujourd'hui on épargne à 1,2%, 1,5%, enfin peu importe. Et donc ça va remonter, si on veut changer ce logiciel, comment on fait pour changer les mentalités des Français, de passer sur une épargne tout à fait classique, très sécurisée, du fonds euro ou autre, vers de l'investissement à risque finalement, même si sur le long terme on a vu que ça pouvait être gagnant. Première chose, vous leur faites peur, donc ça, c'est bon, c'est en train d'arriver. C'est-à-dire que les Français voient bien qu'il y a un vrai gros problème. Alors, évidemment, ceux qui ont de l'épargne, parce qu'on sait quand vous avez une dette publique trop forte, comment ça finit. C'est-à-dire ça finit par vous bouffer l'épargne, d'une façon ou d'une autre. Tous les grands exemples historiques, là encore, il n'y a pas d'exception, quoi. Donc, évidemment, les épargnants, ils sont inquiets. C'est la première question qu'ils posent assez dans l'air, qu'on ne repasse pas à chaque fois parce qu'on dit ça va faire un peu anxiogène. Est-ce que je dois rester en assurance vie? Ça, c'est le truc qu'on a à chaque émission. Parce qu'évidemment, ils ont connaissance, quand vous avez une assurance vie, de la loi Sapin 2, qui disait, au passage, si vous avez une vraie difficulté de liquidité, on va commencer par bloquer les assurances vie. Alors évidemment, les gens vous disent, je rappelle, 2000 milliards quand même, quoi, donc c'est pas neutre. Donc là, on a, je dirais, première chose, faire peur aux gens en disant, il faut absolument qu'on trouve une voie de sortie. Et deuxième chose, évidemment, une logique qui va être une logique d'attractivité. L'attractivité, ça peut être le rendement, et quand on a les rendements qu'on évoque, c'est des rendements inimaginables pour l'épargnant aujourd'hui. Inimaginables, et pourtant ils sont là. Mais ça peut être aussi l'idée qu'on est en train de construire le futur. Et je crois que ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut dire et redire sans cesse. On a une épargne qui se constitue avec des personnes qui vont mourir de plus en plus vieux, ce qui fait qu'en réalité, ceux qui vont vraiment utiliser l'épargne, c'est souvent une, plutôt 2, voire même 3 générations plus tard. C'est les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants. Alors, on fait plein d'aménagements en disant comment vous allez pouvoir transmettre avec le moins de fiscalité. Mais ça veut dire donc qu'on peut être aussi dans quelque chose de différent.
C'est-à-dire en disant, là, on va investir dans autre chose. C'est pour ça que, par exemple, moi, à titre scientifique, ce sur quoi je travaille, c'est de plus en plus une représentation du rendement de la création de valeur qui n'est pas associée au cash, qui n'est pas associée à de la monnaie, qui est associée à des indicateurs objectifs de création de valeur qui vont vous permettre de récupérer votre valeur plus tard. Mais cette récupération de valeur pourra se dissocier de la valeur monétaire qui va être de plus en plus la grande question qui va se poser aux générations d'aujourd'hui, aux générations de demain. Combien vaudra $1 dans 20 ans? En termes de pouvoir d'achat, très compliqué à savoir, voire même très inquiétant quand on est en train de raisonner de façon à peu près rationnelle et scientifique. Bien, donc du coup, on sait quoi faire. Et ma dernière question, donc si vous aviez un faut conseil, voir ma chair, là vous verrez. Si vous aviez un conseil à donner aux maires qui sont présents dans la salle, et ils sont nombreux, pour préparer l'économie de leur territoire sans avoir un recours systématique à la fiscalité locale. Donc là, par rapport à ce que je suis en train de dire, donc on va croire que les questions sont préparées, mais en fait non. Hein. C'est comme assez dans l'air, vraiment, je ne le savais pas. Donc par rapport à ce que je suis en train de dire, ça va être fondamental. Madame van der Leyen, à Davos, au mois de janvier de cette année, a eu cette allusion un peu étrange que tout le monde n'a pas compris en disant si l'Europe veut vraiment récupérer son rang, il faut qu'elle innove de façon fondamentale en finance, dans le financement. Et ce que je viens de vous évoquer là, c'est la piste la plus importante. Comment on va créer de la valeur? Pourquoi les Européens ne sont pas dans la création de valeur? Parce que les Européens sont focalisés justement sur ce que j'évoquais au départ, qui est une problématique de court terme sur le cash. Quand nous, on n'a pas créé Facebook, on n'a pas créé Microsoft, on n'a pas créé aujourd'hui Nvidia, parce qu'à chaque fois on dit « oui mais d'accord, mais ça rapporte combien? Oui mais d'accord, mais à quel moment on gagne ?» Quand tu crées de la valeur, ça n'est pas nécessairement de la valeur qui est représentée par du flux monétaire. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'indicateur de plus en plus fort de la représentation de valeur, c'était l'annonce que j'avais faite tout à l'heure, c'est la data réelle. Ce que doivent faire les collectivités locales aujourd'hui, c'est penser la data qui va pouvoir être mise en face d'une représentation de création de valeur sur leur territoire. Si vous voulez, ça a été cette espèce d'idée qu'on a eue dans la loi Pacte en disant on va avoir des entreprises à mission. Alors c'était un peu bizarre, alors les entreprises, alors tout de suite d'ailleurs, c'était encadré du point de vue juridique, en France ça on sait très bien faire, mais au fond, oui d'accord, mais ça rapporte rien. Ça a été ce qu'a pressenti l'Europe quand elle avait commencé à créer CSRD. C'est en disant, il faut qu'on fasse 2 bilans maintenant. Un bilan financier, puis un bilan dans lequel on va représenter une autre création de valeur. Les collectivités, c'est là-dessus qu'est créée de la valeur, c'est comme ça qu'elles peuvent trouver des financements. C'est comme ça qu'elles peuvent avoir des investisseurs privés qui vont dire « vous me démontrez que vous créez une valeur qui va être attractive ». Ça m'intéresse. Et là, par exemple, vous voyez, on a évoqué tout à l'heure un des facteurs, un des vecteurs aujourd'hui qui intéresse le plus les capitaux mondiaux qui cherchent à préserver leur valeur, voire à créer de la valeur sur le futur, c'est l'eau. L'eau. Donc quand vous êtes en train d'investir sur l'eau aujourd'hui, sur la qualité de l'eau, etc., vous allez dire oui, parce que c'est pour les générations futures. Non, non, c'est économique. Et quand c'est économique, ça veut dire que tu peux satisfaire ou intéresser un investisseur. Vous devez penser ces nouvelles manières de financement, parce que c'est un scoop, et monsieur le préfet, heureusement, n'est plus là. En fait, il est là, mais il n'est plus là. Mais non, mais il ne faut pas qu'il soit là. Il n'est plus là, donc je peux le dire. Il y aura de moins en moins, mais vraiment de moins en moins de financement public. Les collectivités vont avoir de moins en moins de financement public. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, parce que dès lors que vous créez de la valeur, que vous créez un environnement favorable, vous allez avoir du financement quand même. C'est-à-dire que la France, qui est complètement perfusée à l'approche financement public, y compris dans le monde des entreprises, ne doit pas se dire c'est tragique, c'est fini maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va être inventif. Il va se passer que l'on va avoir des sources de financement nouvelles sur lesquelles on doit être positionné. Et ces sources de financement nouvelles, quand vous êtes une collectivité publique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas nécessairement dans entrée-sortie d'argent uniquement, c'est ça que vous devez représenter. Ma création de valeur, parce qu'aujourd'hui, il y a un concours mondial sur ceux qui créent de la valeur qui n'est pas monétaire. Et les Français doivent absolument rentrer dans la course parce qu'ils ont la capacité d'être haut dans la hiérarchie de ce point de vue. J'ajouterais qu'on a aussi une autre valeur qui est la valeur immatérielle, qui est celle de l'attractivité naturelle de notre pays, qui est le premier pays visité dans le monde, plus de 100 millions, je crois, de visiteurs chaque année. Et donc ça, c'est une vraie valeur immatérielle. C'est ce qui fait aussi les conditions de l'attractivité, qui fait qu'on a envie de venir dans ce pays pour s'y installer. Au-delà de tout le reste, il y a aussi ça qui est quand même une bonne nouvelle et qu'il faut qu'on maintienne. Juste au passage, une obsession,
que ceux qui viennent, d'abord, ils n'aillent pas en Espagne, parce que quand même, dans les 100 millions, il y a beaucoup qui vont en Espagne, et surtout qu'ils dépensent plus chez nous, parce que les Espagnols ont beaucoup réfléchi à ça. Un territoire comme le vôtre doit penser, je vous dis juste comme ça, la question des congrès haut de gamme. Vous avez Roissy, congrès, vous faites venir les cerveaux, vous avez tellement d'éléments que vous pouvez proposer, et là, les congrès, c'est des choses qui dépensent massivement sur les territoires. On doit avoir une vraie stratégie de ce point de vue. Il y a une vraie compétition. Il y en a plein ici, des cerveaux qui sont prêts à se mettre à disposition de leur commune. Et donc, on peut les applaudir parce qu'ils sont encore une fois disponibles pour leurs habitants, disponibles pour leur commune. Et ça, c'est un vrai engagement. Voilà, merci beaucoup Philippe pour cette brillante intervention.